La team, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de l'action LVMH. Je sais que pas mal d'entre vous l'ont en portefeuille. On va aller faire un point sur les fondamentaux, sur les différents ratios via un screener pour tout simplement voir si la baisse est justifiée. Ça fait quand même pas mal de temps que l'action baisse. Si on jette un œil au niveau de son cours, eh bien on peut voir que, allez, globalement, on a fait un top en mai 2023 et un deuxième top, si tu veux, en mars 2024. Mais depuis ce moment-là, eh bien, c'est la dégringolade. On a fait un plus bas à quasiment 439 €, soit une baisse de moins 48,7%. Actuellement, on est à 477 €, soit une baisse de moins 44%. Voilà. Est-ce que c'est justifié? Eh bien, c'est ce que je te propose d'aller voir tout de suite. Alors, avant de commencer à analyser tout ça, si jamais la bourse t'intéresse, eh bien déjà, je propose une petite formation adaptée débutant pour que tu puisses commencer à investir. Mais pour investir, il va te falloir un broker. Je suis actuellement et personnellement sur Fortuneo. Il y a encore des offres de parrainage alléchantes, puisque tu peux le voir, on a notamment sur la carte Gold jusqu'à 130 € pour le filleul. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie bourse. Et pour le coup, là, eh bien, c'est 80 € pour le parrain. Donc, pour moi, si tu utilises le code, et 80 € pour toi si tu respectes les conditions qui sont d'un premier versement de 1000 €. Donc, voilà, si ça t'intéresse et que tu as envie d'ouvrir un PEA et de commencer à faire tourner le compteur fiscal, eh bien, tout autour de la vidéo, tu retrouveras en commentaire épinglé ainsi que dans la description la possibilité d'afficher un code qui est valide. Alors, on en était à LVMH. Donc, je suis actuellement sur Value Investing Screener, un screener que j'utilise, qui a été développé par Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, donc très bonne chaîne YouTube, merci à lui encore. Si tu te poses la question, tu peux tester ce logiciel gratuitement pendant une certaine période d'essai. Tu as le lien en description de la vidéo. Et société française, donc du luxe, je pense que tout le monde connaît Louis Vuitton ou presque. Alors, c'est une société qui est actuellement valorisée 220 milliards d'euros. À l'instant, je te fais cette vidéo. On est le samedi 5 juillet 2025. Et je tiens à préciser également que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je te fais simplement une analyse des fondamentaux via un logiciel screener. Et je te donnerai mon point de vue personnel si jamais je devais me positionner ou pas sur cette action. Alors, on a un Piotrowski F-score à 7 sur 9, ce qui est plutôt très bon. Un Buy Niche M-score de moins 2,3. En ce qui concerne le Piotrowski F-score, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Si tu sais pas de quoi ça parle, je peux te l'épingler quelque part par ici. Et on va avoir globalement un momentum qui est plutôt négatif et ça se confirme par la vue sur le cours. Je te l'ai montré là sur TradingView. Depuis pas mal de temps maintenant, on a un cours qui fait que de baisser. Et du coup, vraiment, c'est de savoir est-ce que c'est pas exagéré, est-ce que c'est une baisse qui est plutôt saine. Et pour ça, suffit pas de le faire au dos mouillé, il faut quand même aller s'enseigner un minimum sur la santé de l'entreprise. Donc, au niveau de l'étude de la valorisation, alors nous, on va regarder pour le coup la méthode du discounted cash flow qui nous donne une sous-valorisation de plus de 50%. Donc ça voudrait dire que si on se base uniquement sur cette méthode-là, qui est une méthode largement utilisée, eh bien, on aurait une action qui globalement est à la moitié de son prix réel. La méthode du discounted cash flow permet globalement de savoir le prix juste d'une action grâce à différentes données telles que l'endettement, telles que les différents ratios de valorisation, etc. C'est vraiment tout un ensemble. Je t'invite à aller creuser un petit peu le sujet parce qu'on va pas détailler ça dans cette vidéo, mais voilà, une sous-valorisation d'un peu plus de 50%. Au niveau des ratios d'entreprise, on va avoir un price earning à 19, ce qui est un petit peu plus bas que l'industrie. Et même si ça reste assez élevé, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, notamment sur des sociétés américaines, où actuellement on est sur des ratios de valorisation de 30, de 40, de 50 et plus, c'est vrai que 19, on pourrait se dire que c'est pas énorme. Mais lorsqu'on fait une étude d'une action, c'est vrai que le price earning ratio, contrairement à ce qu'on peut croire, et comme je l'ai dit ce matin, n'est pas une des valeurs les plus importantes. C'est important, mais ce n'est pas la plus importante. Ce qui va être plus important, c'est surtout ce qui va arriver par la suite. Donc là, on va avoir un EV sur EBITDA à 12,1. Donc ça ne veut peut-être pas te dire grand-chose. Mais par contre, si je te parle de croissance et notamment du chiffre d'affaires ainsi que du résultat net et surtout du free cash flow,
eh bien, peut-être que ça te parle plus. Alors, je te cache pas que c'est des données qui sont relativement importantes. Là, pourquoi globalement il y a une baisse qui a été entamée sur le titre? Eh bien, c'est surtout parce qu'il y a un ralentissement de la croissance et même plus que ça, il y a eu 5% de croissance en moins en 2024, contrairement à 2023. Donc ça fait un petit peu peur aux actionnaires et c'est ça en partie qui explique la baisse de plus de 40%. Donc, on a toujours une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 9,6% sur le titre, une croissance du résultat net en moyenne de plus 11,8% et une croissance du flux de trésorerie, donc globalement du free cash flow, de plus 10,1%. Donc ça reste quand même un taux de croissance qui est plutôt correct, on va pas se mentir. C'est pas comme si on avait 2% de croissance, malgré la taille de la société. On a quand même une croissance moyenne de 10%, mais il va falloir quand même surveiller dans le futur qu'il n'y ait pas stagnation ou au pire décroissance. Le top, ça serait qu'en 2025, par exemple, on reprenne quand même des parts de marché et que la croissance évolue dans le bon sens. Alors, au niveau de la profitabilité d'entreprise et surtout des marges, on va avoir une marge brute de 67,4%, toujours moyennée sur les 5 dernières années. On peut même se mettre sur 10 ans. On voit qu'on est à 66%, donc c'est OK. Et sur les 5 dernières années, on a une marge nette à 15,9%, quasiment 16%. On était à 14% sur les 10 dernières années en moyenne. Donc, on voit bien que on a quand même tendance à augmenter très légèrement la marge nette. On a cependant une augmentation du CAPEX. Donc, le CAPEX, je le rappelle, peut-être que tu découvres un petit peu tous ces termes techniques. Voilà, mesure la part du résultat net alloué par l'entreprise en dépenses d'investissement qui regroupe toutes les dépenses effectuées par une société se rattachant à ses investissements matériels. Alors, il est vrai que les dépenses de CAPEX sont généralement plus élevées, comme par exemple sur le secteur technologique. Nvidia, tu t'imagines bien qu'il y a pas mal de recherche et développement pour développer de nouvelles puces. C'est vrai que dans la maroquinerie, le sac à main évolue, mais on n'est pas sur un secteur technologique comme des puces IA. Donc, les dépenses augmentent, mais ça reste relativement acceptable. Alors, là, on arrive sur la partie des rendements sur capitaux investis et qui est très important, si ce n'est une des valeurs, voire peut-être la valeur la plus importante, même si on ne peut pas déterminer le prix d'une action et la juste valorisation d'une action par rapport à cette simple valeur. Mais cela n'empêche pas que c'est une valeur extrêmement importante à regarder, notamment le ROE, Return on Equity, et surtout le ROIC, et surtout le ROIC, Return on Invested Capital, ou en français, le rendement des capitaux engagés, donc qui va aussi prendre en compte la dette. Et on peut avoir aussi sous une autre forme le ROCE, qui n'est pas calculé en tout cas dans ce screener. Donc là, on est à plus 16,4%, même 16,9% sur les 5 dernières années, ce qui est bien. C'est supérieur à 15, ça reste acceptable. Évidemment, on a des sociétés où il y a beaucoup plus, mais cela n'en reste pas moins un rendement des capitaux engagés relativement haut. Au niveau du ROE, on est sur 21% sur les 5 dernières années. Donc là-dessus, il n'y a pas de quoi s'alarmer, ça reste plutôt bon. Au niveau de l'étude du bilan, donc on va descendre un petit peu et on va directement passer sur ce graphe-là. Alors, on va avoir en rouge la dette long terme, en jaune les capitaux propres et en vert le résultat net. Alors, quand on regarde globalement, on voit que la dette n'augmente pas d'année en année. Les capitaux propres, eux, augmentent d'année en année et le résultat net est relativement stable d'année en année. On a pour 2024 67 milliards d'euros de capitaux propres, qui fait une trésorerie relativement conséquente, contre seulement 12 milliards de dettes. Donc, même si ça reste 12 milliards de dettes, quand on la met en face des capitaux propres, eh bien, globalement, on a 20% de dettes par rapport aux capitaux propres. Donc, c'est une société qui, globalement, n'est pas du tout endettée, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant ce graphique. Et on a un résultat net de 12,5 milliards. Bon, alors 12 milliards 550 millions d'euros en 2024, qui est supérieur à la dette long terme. Donc, là-dessus, aucune inquiétude. On va directement passer sur l'évolution du nombre d'actions en circulation qui est important. Là, on a le nombre d'actions en circulation qui a tendance à baisser. On passe de 504 millions d'actions, un petit peu plus, à 499 millions. Donc, bon, ça baisse pas des masses. Là, on a quoi, 5 millions sur 500 millions, donc ça fait 1%.
on a 1% du nombre d'actions en circulation en moins. Donc, ça a pour effet mathématique d'augmenter le free cash flow par action. Et on voit bien que, bon, au moins, il n'y a pas de dilution des actionnaires, ce qui fait que le prix d'une action aura tendance à augmenter à valorisation égale. Donc, ça, c'est parfait. On aurait une dilution, c'est-à-dire une augmentation du nombre d'actions en circulation. C'est vrai que ça serait un petit peu pénible. Et au niveau du dividende, eh bien, on est toujours sur 2%, un petit peu moins. Quand je dis toujours, on était à plus avant. Tu vois, le dividende 2024, on était sur 12,5 et puis 13. Là, on est sur 6,5, mais le dividende, c'est 2 fois par an, donc il devrait y avoir un deuxième dividende et on devrait toujours avoir 13 € par action, ce qui correspond à globalement 2% de dividende. Et malgré tout, le payout ratio, c'est la part du résultat net reversé aux actionnaires sous forme de dividende. On est toujours à plus 58%, ce qui est relativement élevé. Alors, la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que LVMH reste quand même un fleuron de l'industrie française, une des plus grosses sociétés capitalisant en bourse en France, avec Hermès, avec Total Energy, ce genre de société. C'est une société, je trouve, qui a quand même des fondamentaux solides, une belle trésorerie, pas beaucoup de dettes. On a, comme je l'ai dit, eh bien, une marge nette plutôt correcte, 10% d'augmentation en moyenne de son résultat net et de son chiffre d'affaires. On a des rendements sur capitaux propres qui sont intéressants. C'est pas exceptionnel, mais ça reste intéressant. Et la société ne dilue pas ses actionnaires. Alors maintenant, la conclusion est mon avis personnel et ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais je trouve que le titre subit une baisse qui est quand même relativement sévère au vu de ses fondamentaux. Effectivement, si j'étais sur du stock picking, ça serait peut-être une société que j'achèterais. C'est vrai que j'ai décidé de prendre la voie principalement des ETF, notamment sur une stratégie en leverage. Donc là, je te conseille de faire attention si tu regardes mes vidéos parce que il faut bien s'enseigner sur le sujet. Mais pour LVMH, eh bien, 477 €, c'est un prix qui peut commencer à paraître intéressant. Il faut bien se rappeler qu'il y avait des gens qui achetaient à des valorisations de 800 € et plus. Alors maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pas parce qu'une société semble être sous-valorisée que forcément le cours de l'action va faire que augmenter à partir de maintenant. On peut avoir des sociétés qui sont sous-valorisées pendant longtemps. Alors ça a été le cas par exemple de Meta en 2022 qui avait perdu plus de 75% de sa valeur. Pourtant, les fondamentaux étaient relativement solides. Moi, je pense que dans le futur, LVMH va retrouver un niveau de valorisation qui sera plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, j'ai aucune idée de quand ça va se produire. Mais c'est vrai que je trouve que le cours de l'action est relativement bas quand on regarde le seulement moins 5% de croissance par rapport à 2023. Voilà, je sais pas. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si tu as envie d'aller plus loin, encore une fois, je t'épingle tout autour de cette vidéo, eh bien, tout ce qui concerne les formations bourse. Et j'ai également un Telegram dans lequel je te donne en temps réel mes mouvements. Pareil, ceci n'est pas un conseil d'investissement. J'essaie simplement de faire monter en compétence les gens sur l'aspect technique et la vision globale de la bourse, sur tout ce que j'ai appris au fil du temps. Je ne donne pas de conseils directs en investissement. Voilà, je te dis ce que je fais en temps réel. Après, libre à toi de prendre tes propres décisions. Si tu as envie d'aller plus loin avec la bourse, eh bien, je vais te laisser sur cette vidéo. C'était Jérém. Je te dis à la prochaine. Salut.